Je vous propose maintenant de parler et d'aborder l'hypnose. Vous allez me dire, mais pourquoi ? On ne peut pas, à mon avis, parler de sophrologie sans parler d'hypnose. Pourquoi ? C'est très simple, parce que la sophrologie découle directement de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose ? Alors, il est vrai que ce mot a une connotation magique, mystique, qui fait sourire ou qui fait peur. Et toutes les émissions de télévision, les spectacles, les phénomènes de foire, ne font que contribuer à ce que représente l'hypnose dans notre inconscient collectif. Je vous propose de revenir un petit peu à la source et de voir vraiment qu'est-ce que l'hypnose. Donc l'hypnose est un EMC, état modifié de conscience, qui est différent de notre EOC, état ordinaire de conscience. Donc l'état ordinaire de conscience, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons la plupart du temps. Dans l'état dans lequel je me trouve maintenant, je suis associé, je suis dans l'ici et maintenant. L'état modifié de conscience, comme nous l'avons dit pour le niveau sophroliminal, l'état modifié de conscience est un état naturel, un état entre veille et sommeil, un état où je suis ici mais sans être réellement ici. Je suis à la rencontre avec moi. Malgré toutes les recherches qui ont été effectuées, l'hypnose n'a aucune similitude avec le sommeil. Quand nous sommes dans l'état d'hypnose, nous sommes quand même ici présents, nous avons une perception de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. Un petit peu comme quand on rêve. On est ici, mais on n'est pas là. Quand vous êtes absorbé par un roman ou dans vos pensées, dans la lune, quand on vous dit que vous êtes dans la lune, vous êtes dans cet état modifié de conscience qui est l'hypnose, ailleurs, mais présent. C'est donc un état naturel, et j'insiste là-dessus. C'est un état naturel que nous expérimentons tous à différents moments de la journée. L'hypnose est une approche utilisationnelle, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser en hypnose que ce que nous donne le sujet. L'hypnose est donc un état naturel, et l'hypnose thérapeutique, ce qu'on va reproduire en cabinet, c'est on va simplement artificiellement reproduire cet état naturel, là sur commande, grâce à des inductions. Je voudrais juste préciser quelque chose d'important, c'est qu'en hypnose, nous gardons notre libre arbitre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous gardons notre libre arbitre. Alors, quand on va voir des gens lors des spectacles se mettre à faire la poule sur une scène, ils le font parce qu'aussi ils ont envie. Ils ont envie, ils sont grisés par le public, par les suggestions de l'hypnotiseur, certes, mais on ne peut pas vous faire sous hypnose quelque chose que vous ne souhaitiez pas faire, qui va contre votre morale, contre vos préjugés. Ça, c'est très important à mettre en considération. Quand un hypnothérapeute abuse de quelqu'un sous hypnose, j'ai envie de vous dire que sans l'hypnose, il aurait abusé de la même façon. Là, on est plutôt dans cet état de pouvoir que peut avoir le praticien sur le sujet, mais qu'on peut retrouver dans différentes disciplines que l'hypnose. L'hypnose ne permet pas de pouvoir abuser de quelqu'un. La personne va garder son libre arbitre. L'hypnose est donc un état modifié de conscience dans lequel on va partir, pour schématiser, dans notre inconscient. L'hypnose, on va parler d'hypnose ericksonienne. Donc Erickson est à l'hypnose ce que Caicedo est à la sophrologie. Donc Erickson en a fait une thérapie brève qui apporte donc des résultats plutôt rapides. L'hypnose, c'est un état donc de lâcher prise, un état modifié de conscience, et donc un état d'intense relaxation physique et de concentration mentale. Ce qui permet d'être
perméable, très à l'écoute des suggestions que va faire l'hypnothérapeute. Quelle est donc la différence entre l'hypnose et la sophrologie? Bonne question. Il y en a plusieurs, même si, finalement, ce sont deux cousines très proches qui ont le même but. Le but est d'arriver à mettre le sujet dans un état modifié de conscience, qu'on va appeler transe en hypnose, qu'on va appeler niveau sophroliminal en sophrologie. La différence entre les deux, ça va être le chemin qu'on va employer pour induire cet état modifié de conscience. Pour emmener cet état modifié de conscience au niveau sophroliminal, en sophrologie, nous allons nous servir du niveau sophroliminal, c'est-à-dire d'une relaxation intense et profonde qui va emmener ce lâcher-prise. On peut considérer donc, à juste titre, que la sophrologie est une forme d'hypnose douce. En hypnose, pour emmener à cet état modifié de conscience, on va utiliser différentes inductions, donc l'induction hypnotique et le processus qu'emmène la transe en hypnose. Ces inductions ont souvent tendance à faire déconnecter la personne, à se concentrer sur quelque chose. On va prendre un exemple. Le pendule. Quand l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute utilise un pendule qui peut basculer comme ça, et on va demander au sujet de fixer ce pendule et de ne faire que ça, de fixer ce pendule en écoutant les suggestions de l'hypnothérapeute. Eh bien, le pendule n'a aucun pouvoir magique. Le simple fait de fixer ce pendule longuement, notre conscient va dire à un moment, va se lasser, va dire « il n'y a rien à voir, je m'ennuie ». Eh bien, il va progressivement se mettre en sommeil et laisser la place, laisser émerger l'inconscient. Donc vous allez partir dans vos propres réflexions, dans vos idées, et vous allez ensuite vous laisser guider par les suggestions de l'hypnothérapeute. Voilà le fonctionnement. Notre grande différence, c'est qu'en sophrologie, on va reconnecter, durant la sophronisation, la personne à son propre corps, grâce à l'intégration du schéma corporel. On va accéder à un état modifié de conscience, mais on y va en conscience finalement, en se reconnectant à soi. L'hypnose, souvent, va détacher la personne de son corps, justement, pour pouvoir la mettre en dissociation, pour accéder directement à l'inconscient. L'hypnose, on lit souvent que la transe hypnotique est beaucoup plus profonde que le niveau sophroliminal. Alors, c'est vrai, avec un petit bémol, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est que comme on se déconnecte de notre propre corps, comme on lâche prise avec le conscient, on laisse émerger du coup l'inconscient, et l'hypnothérapeute est beaucoup plus directif que le sophrologue. Eh bien, ça permet d'aller dans une transe beaucoup plus profonde. Alors qu'en sophrologie, on est guidé par le sophrologue qui va nous proposer des suggestions tout en nous reconnectant à nous-mêmes, ce qui nous permet d'aller dans un lâcher-prise, mais de garder un petit peu plus de conscience qu'en hypnose, en théorie. En théorie, parce que ça va dépendre ensuite de chaque praticien, de chaque façon de procéder. Je connais des hypnothérapeutes qui sont plus doux, plus écologiques que certains sophrologues qui peuvent être plus directifs. Donc tout ça est vraiment à prendre avec des guillemets, puisque c'est théorique. L'hypnose est donc un procédé pour emmener en état modifié de conscience. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'hypnothérapeute va faire des suggestions, va proposer le changement désiré au sujet, va faire des suggestions pour changer. Qu'est-ce qui se passe en sophrologie, à contrario? Eh bien, le sophrologue ne fait pas changer le sujet, va lui proposer de trouver des chemins, des connexions, pour que le sujet accède à son changement en conscience.
On va prendre un exemple concret. L'arrêt de la cigarette. En hypnose, eh bien, il suffit souvent de 1 ou 2 séances pour aider quelqu'un à arrêter de fumer. Ok, tu veux arrêter de fumer, eh bien, je vais t'emmener en état modifié de conscience, et une fois que tu es en état modifié de conscience, je vais te proposer, par exemple, l'une des techniques courantes en hypnose, c'est l'aversion. Je vais te suggérer qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas mettre une cigarette à la bouche, tu vas avoir un goût de javel qui va se produire, et tu n'auras plus envie de fumer. Et effectivement, si la personne est sensible aux suggestions de l'hypnothérapeute, si elle est motivée pour changer, eh bien, elle va avoir cette aversion, ce goût de javel, qui va lui faire poser son paquet de cigarettes. Premier point. Par contre, on n'a travaillé là que sur un symptôme. Eh bien, il y a de fortes chances que ça réussisse, que ça fonctionne, mais comme on n'a pas travaillé sur le bénéfice secondaire qu'avait la personne à fumer, il y a de fortes chances aussi pour que ce changement ne soit moins durable dans le temps. En sophrologie, on ne va pas proposer ce système d'aversion, par exemple, mais on va essayer de comprendre et d'amener le sujet à comprendre pourquoi est-ce qu'il fume, qu'est-ce que ça vient combler, et c'est là-dessus qu'on va beaucoup plus travailler, pour pouvoir ensuite déconditionner ce geste de fumer et reconditionner par quelque chose de plus favorable et de plus acceptable pour le sujet. D'ailleurs, on va prendre 2 personnes qui ont arrêté de fumer, une avec la sophrologie, une avec l'hypnose. Eh bien, souvent, le discours qu'on va avoir, c'est en hypnose, eh bien, hypnothérapeute génial, il m'a fait arrêter de fumer. Si votre prise en charge en sophrologie est réussie, votre sujet dira « j'ai réussi à arrêter de fumer ». Et pour moi, ça change tout, ça change beaucoup de choses en tout cas. C'est le sujet qui est acteur de son changement. Il en est responsable et donc, quand il a accédé à ce changement, eh bien tout le bénéfice revient à lui et plus au sophrologue. L'hypnose, eh bien on peut par exemple hypnotiser des animaux, mais on ne peut pas sophroniser un animal, puisque pour sophroniser, on va avoir besoin de l'acceptation pleine et entière du sujet, de la motivation et qu'il soit acteur du changement. Voilà dans les grandes lignes la différence entre l'hypnose et la sophrologie. Donc hypnose beaucoup plus dirigiste, le changement est induit et imposé par le praticien, le changement est proposé par suggestion, avec un état de mise en EMC, en transe hypnotique, par souvent dissociation et saturation du conscient. Sophrologie, système qui emmène l'état modifié de conscience au niveau sophroliminal, par connexion avec son propre corps. On n'est plus, comme en hypnose, sur le praticien qui s'adresse à l'inconscient, on est dans une communication entre conscient et inconscient pour avoir un changement en conscience et un changement durable. Pour emmener cet état de transe hypnotique, cet état modifié de conscience en hypnose, on va donc utiliser différentes inductions. Donc vous découvrirez, si vous vous documentez sur le sujet, différentes inductions comme la lévitation du bras, le bras qui va se lever avec le sujet, qui va se rigidifier par les suggestions de l'hypnothérapeute. On va avoir d'autres inductions comme la fixation du point. La fixation du point, c'est pour intérêt une fatigue visuelle. Le conscient est absorbé, considère qu'il n'y a rien à voir d'intéressant et laisse émerger l'inconscient. Eh bien, par exemple, c'est une technique, une petite technique qui va me prendre 5-10 minutes, que j'utilise régulièrement dans mes séances de sophrologie pour aider les personnes à atteindre ce lâcher-prise, les personnes un petit peu en résistance. Et c'est très simple, on va demander à la personne de fixer un point devant lui, sur le mur par exemple, et on va lui demander à partir de maintenant de se concentrer, de concentrer toute son attention, et uniquement son attention sur ce point-là. Tout son esprit, tout son conscient, sur ce point. À partir de maintenant, il n'y a plus que ce point qui existe et qui est intéressant pour l'autre.
On va lui proposer de ne pas laisser son esprit s'en aller, de bien rester focalisé sur ce point-là. Et au bout d'un moment, eh bien, la personne va être enclin à déconnecter plus facilement puisque ce point n'aura pas d'intérêt. Une autre induction en hypnose, ça va être une induction par souvenir agréable où le sujet va être absorbé par son expérience. Donc si vous souhaitez utiliser ces inductions pour renforcer vos sophronisations, eh bien vous avez des exemples d'induction dans ce cours-là. Je vous invite à vous entraîner à blanc d'abord, à faire ces inductions-là, à trouver le ton, le rythme, le débit qui convient et à être totalement à l'aise avec ces différentes petites inductions qui peuvent venir en prémisse de votre séance de sophrologie. Je vais vous proposer maintenant, dans ce module, d'aller à la page, il me semble que c'est 12, voilà, la page 12, elle est là. Donc la page 12, dans laquelle il y a un texte d'Olivier Lockert, qui est donc un enseignant international en hypnose, texte très intéressant parce qu'il nous permet de comprendre le mécanisme de l'hypnose. Alors c'est un texte de suggestibilité, c'est-à-dire que l'hypnothérapeute va proposer, avant de commencer sa prise en charge, un test de suggestibilité. Nous sommes tous hypnotisables, mais on ne peut pas hypnotiser tout le monde. Pour hypnotiser quelqu'un, il faut qu'il ait mis en nous une croyance comme quoi on est celui qui va l'emmener en hypnose. Pour être hypnotisé, il faut qu'on soit sensible aux suggestions de l'hypnotiseur. Vous allez prendre 2 hypnotiseurs, compétences égales. Eh bien, il y en a un qui va réussir à vous faire lâcher prise, et un autre non, parce que vous n'aurez pas le feeling, parce que vous n'aurez pas la croyance de sa compétence, parce que peu importe pourquoi. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Vous pouvez être hypnotisé. Personne n'est pas hypnotisable. Par contre, vous ne pouvez pas être hypnotisé par tout le monde. L'hypnose, on disait tout à l'heure que c'était une approche utilisationnelle. L'hypnotiseur se sert aussi de la croyance de la personne. Si la personne vient vous voir en tant que hypnotiseur et vous dire moi je connais l'hypnose, je sais que vous allez me fixer du regard et que vous avez un truc dans le regard qui va me faire m'endormir. Eh bien vous allez éviter de la regarder en tant qu'hypnotiseur pour faire votre entretien, et à un moment vous allez la fixer dans les yeux, disant maintenant nous allons faire l'hypnose. Rien que ça peut suffire à la faire déconnecter, puisqu'elle va croiser votre regard, la personne a mis quelque chose de magique dans le regard, et elle va déconnecter. Finalement, vous n'êtes qu'un objet pour elle, elle n'a pas besoin de vous pour se déconnecter, pour partir en hypnose. Donc, chaque hypnotiseur va proposer un test de suggestibilité pour vérifier, contrôler la réceptivité de son sujet à ses suggestions, et donc à sa mise en hypnose. Si le test de suggestibilité fonctionne, la prise en charge, elle est quasi faite à 80%. Si le test de suggestibilité ne fonctionne pas, eh bien on dirigera sur un autre praticien. Encore une fois, pour refaire le parallèle, nous en sophrologie, nous n'utilisons absolument pas ça. Nous n'avons pas de test de suggestibilité, puisque la suggestion, c'est notre bonhomme, notre sujet qui va se le faire. La suggestion, qu'on verra un petit peu plus tard dans le cours, la suggestion, c'est une idée qu'on va proposer au sujet qui va devoir transformer en action. En sophrologie, pour que le sujet puisse la transformer en action, comme il est reconnecté avec lui-même, il faut que cette suggestion, il la prenne et il la transforme en autosuggestion. Et là, il va mettre ça en application et en action. Donc, je vous propose de débriefer un petit peu ce texte, parce que ce court texte est un condensé du fonctionnement de l'hypnose. Donc, on met une personne debout devant nous, le but, c'est de la faire tomber sur nous. Et de vérifier le temps qu'elle met à tomber, et si elle tombe. Donc, l'hypnothérapeute demande à la personne, bien, tenez-vous bien droit, voilà, les pieds joints, les bras le long du corps, relâchez tous vos muscles, et regardez-moi.
Regardez-moi fixement. Et si vos yeux vont à droite ou à gauche, ramenez-les droit dans mes yeux. Alors, si vos yeux vont à droite ou à gauche, eh bien ça n'a aucun sens, aucun intérêt, mais c'est une suggestion qu'on va proposer à l'autre. Il y a de fortes à parier que pendant qu'on déroule cette phrase, eh bien le sujet emmène ses yeux à droite, puis à gauche. Ensuite, bien, regardez-moi fixement. Vous allez sentir votre corps basculer en avant. Tout à l'heure, vous allez voir. Deuxième suggestion. On ne dit pas peut-être votre corps va basculer. C'est il va basculer tout à l'heure. Vous allez voir. Vous pouvez apprendre à développer ces pouvoirs de votre esprit sur votre esprit. Bon, en clair, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça rajoute de la confusion. Donc là, on a mis une personne debout, elle ne sait pas ce qu'il attend. On lui a demandé, emmène tes yeux à droite, à gauche, fixe-moi dans les yeux, tu vas tomber tout à l'heure. Cette phrase qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui l'embrouille. On continue, je vais vous montrer, fixez-moi toujours dans les yeux, c'est bien. Les paupières commencent à se fatiguer, vous sentez? Fort à parier que la personne se connecte à ses paupières et qu'elle du coup elle va les sentir fatiguées. Elle n'a pas fini de penser à ça qu'on lui dit laissez-les cligner. Hop, suggestion, fort à parier que la personne va se mettre à cligner les paupières. Quand votre corps basculera en avant, les pieds resteront au sol et je vous rattraperai. Poum, à nouveau une suggestion. Vous n'avez rien à craindre, je suis là. Fixez-moi intensément. Vous sentez comme cet état monte en vous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Quel état? On n'a pas précisé. Eh bien, c'est bien fait exprès. Là, on crée un micro-stress, Vous sentez cet état qui monte en vous. La personne se connecte à elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit sentir? Et elle sent ce stress monter progressivement. Et puis, on passe tout de suite à autre chose. Les yeux. Fixez-moi. Vous ne voyez plus que moi. Les yeux. Votre corps commence à basculer. Vous le sentez. Je vous retiendrai. Laissez-vous faire. Il y a fort à parier que le corps n'a pas bougé. Mais c'est une suggestion. On dit que nous, on observe que le corps commence à basculer. Et là, on crée, donc avec la confusion qu'on a mis depuis le début, eh bien on crée l'idée à la personne que son corps bascule. En plus, on lui dit pas vous basculez, votre corps. Et votre corps, eh bien ça a l'effet d'entraîner une dissociation. Une dissociation, c'est-à-dire qu'on vit plus l'instant, on se voit le vivre. Donc on voit notre corps, on imagine notre corps basculer. Il bascule de plus en plus, voilà. Les yeux, fixez-moi toujours, de plus en plus, c'est très bien. On rajoute, Bien sûr, vous pourriez refuser cet apprentissage, mais vous êtes là pour apprendre, n'est-ce pas? Et quand votre corps aura appris cela, bien d'autres choses en vous auront appris aussi. Des choses dont vous ne soupçonnez pas encore toute l'importance. Encore une phrase qui est là pour embrouiller. Je vais compter de 5 en 5 et le corps basculera vers moi. Et ensuite, il commence son décompte et il y a fort à parier que la personne à un moment se déconnecte, se laisse aller, lâche prise et accepte de tomber. Voilà le fonctionnement de l'hypnose et je trouve que ce texte est vraiment intéressant pour comprendre ce fonctionnement-là. Donc finalement, si la personne tombe, c'est qu'elle a accepté de tomber. Donc elle a gardé son libre arbitre. Et ça, c'est très important en hypnose. Donc pour résumer, la sophrologie est la cousine de l'hypnose. Le but est à peu près le même, l'état modifié de conscience. Le chemin va être différent pour accéder à cet état modifié de conscience.